La vie à pleine main, c'est le thème de ce nouveau numéro d'Enquête de région. Dans cette émission, nous allons évoquer un enjeu de société majeur, celui du don et de la greffe d'organes, à travers l'histoire extraordinaire d'un nordiste dont la vie a basculé dans le cauchemar avant de devenir un véritable message d'espoir. L'histoire de Jean-Michel Schrive qui a bénéficié d'une greffe des deux avant-bras. Nous rendrons également hommage à un pionnier de la transplantation cardiaque, le professeur Christian Cabrol, qui nous a quittés il y a tout juste un an. Enquête de région, c'est parti. Tom-ta, tom-ta. Alors là, ça va, c'est un cœur régulier. C'est mieux que s'il y a tom-ta, tom-tom-ta-ta. Je regardais le film Réparer les vivants. Au moment où je l'appelle, il est en train d'être dans la scène où le coordonnateur du film va aller voir la famille. Ça, c'est quand même un truc incroyable. Quand on a enlevé le gros cœur malade et quand on a mis ce petit cœur, on s'est dit mais ça ne marchera jamais. On lui a donné un choc électrique. Pof, ça y est. Il est reparti comme une horloge. On commence l'opération normalement à 10h sur vous. Et On met les os bout à bout et on les stabilise entre eux avec des plaques et des vis. je pleurais toute la nuit de bonheur. Le donneur a donné ses mains et il m'a redonné la vie. C'est un peu un miracle. C'est un miracle. Et pour aller plus loin dans cet incroyable destin, Jean-Michel Schrive est avec nous sur ce plateau d'Enquête de région. Bonjour, monsieur Schrive. Bonjour. C'est la première fois que vous acceptez une invitation à la télévision. Pas de regret, vous êtes heureux d'être là Je suis très heureux d'être là. pour pouvoir témoigner de cette histoire. Merci en tout cas d'être avec nous. Et puis invité également de cette enquête de région, Guillaume Strecker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin anesthésiste au CHRU de Lille. Vous êtes également coordonnateur pour les dons d'organes. Et avec vous, nous ferons le point sur les besoins en matière de greffe et sur la nécessité de sensibiliser l'opinion à cet enjeu majeur de santé publique. Merci d'avoir accepté notre invitation et à tout à l'heure. Mais avant cela, cette histoire hors norme, la vôtre, Jean-Michel Schrive, votre vie qui bascule du jour au lendemain, la maladie, l'amputation, puis l'espoir qui ressurgit pour vous permettre de prendre un nouveau départ. Une équipe de journalistes vous a suivi durant 16 mois pour assister à ni plus ni moins que votre renaissance. On se retrouve juste après ce reportage de Farid Haroud et de Aude Henry. La vie de Jean-Michel Schrive défile comme un scénario de cinéma. À 45 ans, une bactérie, un pneumocoque, va ruiner son corps. Infection du sang, amputation, nécrose du bas du visage. Jean-Michel Schrive aime dire qu'il a eu 3 vies. La vie normale, la vie avec les moignons, puis la vie avec les mains d'un autre. C'est cette 3e existence que nous allons vous raconter. Début de l'histoire, novembre 2016, dans sa ville à Hasbrouck, dans le Nord. En attente d'une greffe depuis 3 ans, Jean-Michel s'offrait une soirée détente, un film sur le don d'organes. Tout d'un coup, le téléphone sonne. Mon portable, il sonne. Je l'avais pas coupé. Il sonne une fois. Je m'en fous. Et ça sonne, ça raccroche. Hein. Alors après, on laisse des messages, mais on a une demi-heure pour joindre les gens. Je regardais le film Réparer les vivants. Donc, c'était mon film. Et je dis, qui est-ce qui vient me faire chier à cette heure-ci et qui assiste comme ça? Et s'ils n'avaient pas pu le joindre, ça aurait été dramatique. J'aurais envoyé la police, hein, je pense, mais ça aurait été dramatique. Hein. Et ma fille a fini par récupérer ce portable pour aller décrocher pour voir qui est-ce qui appelait et qui insistait comme ça autant. Et là, j'ai le professeur Morellon au téléphone. Oui, bonjour, on a un donneur pour votre père. Ah, Je suis tombé sur sa fille qui m'a dit « Je vous passe papa, on est au cinéma ». Au début, c'est la panique. On court tout partout. dans la précipitation, il faut trouver une ambulance pour aller jusqu'à Lyon. Parce qu'il y a quand même plus de 700 km à faire. Pas moyen d'avoir une ambulance. J'ai téléphoné aux ambulances Chaunaire. Bon, ils avaient une ambulance, mais ils n'avaient pas les chauffeurs. Donc c'est les patrons eux-mêmes qui sont venus me conduire là-bas sur Lyon. Je l'ai accueilli dans le service vers 5h du matin. Il m'a dit que non seulement il regardait ce film sur la greffe et sur le prélèvement, mais au moment où je l'appelle, il est en train d'être dans la scène où
Le coordonnateur du film va aller voir la famille. Ça, c'est quand même un truc incroyable. C'est un truc incroyable. Et quand je suis arrivé au bloc, là, surprise, il y avait au moins une cinquantaine de personnes autour de moi qui m'attendaient. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et après, le chirurgien responsable de l'opération, c'est-à-dire le docteur Gazarian, il est venu discuter un petit peu avec moi et tout ça. Et ça m'a fait grand plaisir. Comment vous vous sentez? Très bien. Un peu énervé, bien sûr. Un peu énervé. J'y croyais plus trop. Hein. Ah ouais, Mais je vais rester optimiste quand même. c'est top, Je croyais plus trop. c'est top. On commence l'opération normalement à 10h sur vous. Ok, Donc dans un peu moins de 2 heures. Ok? d'accord. Allez, c'est top. Pour une durée d'une vingtaine d'heures. Ouais, faut compter comme ça. 6h10 d'ischémie à droite. 5h55 à gauche. En 1, on stabilise le squelette. On fait ce qu'on appelle l'ostéosynthèse. On met les os bout à bout et on les stabilise entre eux avec des plaques et des vis. Une fois que l'architecture est reconstruite, alors on peut revasculariser. Regarde la main qui se revascularise. Bravo les gars. Une fois que le membre est revascularisé, alors on est super content. La main va survivre. Ensuite, on va faire en sorte qu'elle survive avec un bon résultat. Et là, on passe du temps à réparer les nerfs. Les nerfs font le pronostic fonctionnel. Les vaisseaux font le pronostic de vitalité, ça va survivre ou pas. Et puis le nerf, il fait le pronostic fonctionnel, il faut en prendre soin. Bon, c'est une belle opération. Bravo les gars. 3 mois après la greffe, Jean-Michel Schrive est présenté à la presse. Un tel exploit chirurgical est rare. L'équipe lyonnaise, leader mondial en la matière, est la seule à réaliser ce genre d'opération en France. C'est la 7e, mais jamais un greffé bilatéral n'a connu autant de complications post-opératoires. Jean-Michel tient à peine debout et se demande s'il sera capable de s'exprimer. Je me rappelle la première nuit que j'ai été greffé, que j'étais conscient que j'ai pleuré toute la nuit de bonheur. Parce que c'était miraculeux. C'était miraculeux de ravoir des mains. Je me suis frotté le visage, les cheveux et tout pendant quelques heures, tellement pour retrouver ces mains que je n'avais plus. Jean-Michel Schrive sera obligé de rester à Lyon pendant 8 mois. Sa longue marche désormais, maîtriser ses nouvelles mains. « 14 mois se sont écoulés depuis l'opération. Du lundi matin au samedi matin, Jean-Michel vit en centre de rééducation à Berck, à 150 km de chez lui. C'est comme s'il commençait sa semaine de travail. Jean-Michel connaît bien les lieux. Juste après ses amputations, c'est dans ces murs qu'il avait réappris à vivre. Le centre Jacques Calvet est un des plus importants de France, 300 lits. Spécialité, les patients porteurs d'affections neurologiques et orthopédiques. Et puis une rareté. Bonjour Jean-Michel, ça va? Bien dormi? Bonjour David. Un greffé bilatéral. Bien dormi, non? Pas bien dormi. Hop. Alors tous les jours, on regarde un petit peu l'état cutané, voir si on n'a pas de petits points rouges, de petites choses qui pourraient être embêtantes. On va en récupérer. Hein. Ah ouais, 4 heures de kinésithérapie par jour pour stimuler, mobiliser les bras. Allonge là. Ça va? Ah ouais, ça va très bien. On va essayer de ne pas tout casser. Ouais. On va pas être content à Lyon. Hein. Moi, j'ai eu l'appréhension, je le dis souvent, du premier serrage de main. Ça a été particulier parce que je le connaissais avant, quand il est rentré dans la salle et qu'il a fallu... Je ne savais pas si je devais lui serrer la main. Enfin, c'était particulier, ça, ce premier contact. Ils sont bien chauds, hein? Ouais. Ouais. Et puis c'est bien souple aussi, je vois. Ouais. Je suis toujours surpris, c'est de l'aspect
la couleur de peau, la cicatrisation qui s'est passée, on voit rien quasiment. On pourrait s'imaginer que c'est quelqu'un qui a eu un traumatisme, voilà, comme un autre, que c'est pas une greffe en fait, que ce sont ses mains. Pour l'instant, la motricité fine, la sensibilité ne sont pas encore vraiment au rendez-vous. C'est une question de temps, une question de nerfs. Le nerf du donneur, une fois qu'il est coupé, jamais il remarche. Il faut qu'il soit connecté avec le nerf du receveur pour que le nerf du receveur pousse dans le nerf du donneur de façon à fonctionner, à apporter la sensibilité et la motricité. Il faut 3 ans pour qu'un nerf donne son potentiel plein de reconstruction. Autre chantier de taille, le cerveau. Il a oublié qu'il commandait autrefois des mains. Pour Jean-Michel, le trou noir a duré 6 ans. Pour retrouver cette mémoire perdue, il faut de la patience. Beaucoup de patience. Les ergothérapeutes appellent cela recorticaliser. Jean-Michel est du genre élève assidu, opiniâtre. Là, c'est sa 2e séance d'écriture. Quand j'étais à l'école, j'écrivais de la main droite parce qu'on m'avait obligé. Quand j'ai été amputé, j'écrivais avec mes 2 moignons, c'est-à-dire je tenais le crayon avec mes 2 moignons. Et maintenant que je suis regreffé, j'écris de la main gauche. Voilà. Mais c'est très difficile. Parce que j'ai jamais écrit de la main gauche. Et de la main droite, ça va pas. Vous voulez faire un mot? Un mot de quoi? Écrivez, Un mot essayez de d'amour faire... pour toi? Non. C'est bien. C'est rare que tu dis que c'est bien. C'est très rare. Je vous laisse vous débrouiller, vous mettez la tête tout seul. Au centre Jacques Calvet, il y a même un appartement thérapeutique pour travailler les gestes du quotidien, comme à la maison. Vous allez être un petit peu étiré. Oh oui, encore une cuillère, c'est bien. Regarde. Très bien, ouais, je vois ça, la prise c'est pas mal. Hein? Sans aide. Nickel. C'est pas Juste longtemps, hein. avec un manche un petit peu plus gros. Très bien. On avance, hein? On avance, hein. Faudrait bientôt manger tout seul. Les ergothérapeutes qui travaillent ici connaissent Jean-Michel depuis 2010. Elles l'ont vu partir vers la greffe, vers Lyon, avec beaucoup de doutes. Est-ce qu'il fait le bon choix, quoi? Surtout ça. Parce que vous avez une telle autonomie avec juste les moignons, sans prothèse au niveau des bras. On se demandait s'il allait gagner la même autonomie avec une fois greffé, quoi. Bon, là, on est quasiment au même stade, hein, je pense, au niveau de ce que vous... Mais j'ai des petites choses en plus. Ah oui. La regarde, à se frotter. J'arrive à taper. Tout ça. Ces ça en petites plus. choses-là que j'ai en plus, Ouais. ça m'apporte beaucoup. Ouais. C'est pas la même taille. Ah, ouais. C'est tout bon. Après sa journée bien remplie, Jean-Michel regagne sa chambre, la chambre VIP comme il dit, avec vue imprenable sur la plage et sur la vie. Libre, je suis libre. Je conduisais sans les mains, avec les moignons, et là, j'ai le droit de reconduire avec mes nouvelles mains. Et bien sûr, j'ai repassé mon permis pour avoir le droit de conduire. La main gauche, vous voyez, elle commence déjà à prendre le volant et elle veut déjà aider la gauche, elle veut déjà aider la droite. J'ai toujours aimé conduire. C'était un peu mon ancien travail, conduire. Je conduisais des camions avant. Depuis quelque temps, tous les week-ends, Jean-Michel rentre chez lui à Hasbrook pour une permission de 2 jours. 1h30 de route, et c'est un rendez-vous en terre devenue presque inconnue. La vie normale, sans médecin, sans surveillance.
Mais les trucs, ils sont faciles parce que mes doigts, ils vont pas bien. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous avez pour ouvrir les bocaux qui pourraient aller pour moi parce que... Les bocaux... C'est ça? Ouais, les bocaux, ouais. Mais... Ouais, ça va être un peu dur. Bah, j'ai pas de force sur mes doigts, c'est ça? Fin 2017, un journal local a voulu désigner la personnalité régionale de l'année. Résultat des lecteurs, Jean-Michel Schrive largement devant la Lilloise Iris Mittener, Miss Univers. Retrouver sa ville et surtout retrouver une de ses 3 filles, Laura, celle qui vit avec lui. Un poulet à 8,50 s'il vous plaît. Merci. Merci. Attention, papa, tu passes devant madame. Un américain fricandelle et 2 grands prix. Laura, la fille cadette, a vécu et partagé tous les épisodes. Elle n'avait que 10 ans quand son père a perdu ses jambes et ses bras. On m'a bon app. Bon appétit. Je me rappelle quand ce que j'ai pensé, c'était ça va repousser, c'est pas grave. Quand on m'a annoncé que ça allait, qu'il allait être amputé, qu'il allait plus avoir de main, tant pis, c'est pas grave, ça pousse. Hein. Et ça a repoussé, regarde. T'as vu? Un rituel rappelle toutefois que Jean-Michel n'est pas un papa tout à fait comme les autres. Plat de Vagraf, 8 mg. Ça, c'est l'anti-rejet. Qu'est-ce que t'as besoin encore? Là, du Celcept, c'est un comprimé matin et soir, donc 2. Le Solupred pour le lundi. L'amlodipine. Il faut préparer pour la semaine suivante les médicaments qu'il doit absorber. Bon, on regarde combien on en a par jour. Allez. Donc 1, 2, 3, 4. C'est un travail d'équipe, un travail pour la survie, surtout. 2 Advagraph. Je mets 19 médicaments par jour. Si vous faites une greffe à quelqu'un et que vous donnez aucun médicament, vous faites que la chirurgie, une semaine après, le greffon est détruit par le système immunitaire. Donc le principe d'une greffe, c'est que vous devez rendre le patient fragile en diminuant ses défenses immunitaires pour qu'il ne rejette pas le greffon. Et donc, vous le rendez fragile en diminuant avec des médicaments qui diminuent ses défenses. Et si vous le rendez fragile, il devient malade. Et si vous ne le rendez pas assez fragile, il rejette. Et à la fin, il prend beaucoup de comprimés, mais il vit avec ses greffons. Dans la petite maison de Jean-Michel, il y a toujours le temps pour la chaleur d'un café. Je vais attendre Juju. Je sais pas si tu l'avais dit. Allez, j'avais trop bien. Allez. Salut. Tout à l'heure. Dans la petite maison de Jean-Michel, il y a beaucoup de rires partagés. Dans la petite maison de Jean-Michel, il n'y a plus qu'une seule photo en papier, lui au jour de l'an 2010. Ouais, c'était 5 jours avant ma maladie. J'y ai laissé mes mains, mes pieds. Trop dur. Ça me fait plaisir de la voir et je suis triste quand je la vois. Parce que j'y ai laissé les plumes. Cette putain de maladie. Ce purpura fulminant à pneumocoque là, qui m'a tout bouffé. Maintenant, je suis en phase de reconstruction. Donc, je suis en train de réapprendre à travailler avec ces nouvelles mains qu'on m'a données. C'est pas facile. Mais on va y arriver, on va y arriver. Je peux que féliciter tous ces spécialistes qui ont travaillé sur moi, parce que je leur dirai jamais assez merci. La greffe des avant-bras entre dans la catégorie des greffes dites composites, les plus complexes qui soient, car elles concernent plusieurs catégories de tissus, la peau, les os, les vaisseaux. Une prouesse médicale, fruit d'une longue histoire qui trouve racine avec 2 chirurgiens nés en banlieue lyonnaise. Le premier est originaire de Saint-Genis-Laval.
Mathieu Jaboulet, un des pionniers de la chirurgie vasculaire. En 1906, il tente la première xénogreffe au monde en implantant un rein de porc au pli du bras d'une femme en insuffisance rénale. Techniquement, il y arrive, mais il y a rejet. Un échec qui, cependant, ouvre la voie. 6 ans plus tard, c'est un natif de Sainte-Foy-les-Lyons, Alexis Carrel, qui reçoit le prix Nobel de médecine pour ses recherches sur la suture et sur la transplantation. Les bases théoriques sont là. Et au cœur des années 60, un étudiant lyonnais va se passionner pour ses travaux. Il mettra des années à concrétiser son rêve. Son nom, Jean-Michel Dubernard. Nous avons pensé que le moment était venu, sur la base de tout ce qui est publié dans la littérature et ce qui se fait au laboratoire, que le moment était venu de réaliser la première greffe de la main. En 1998, 4 mois avant les Américains de Louisville, l'équipe du professeur Dubernard réalise à l'hôpital Édouard Herriot la première greffe d'une main au monde sur un dénommé Clint Hallam. 2 ans plus tard, il va encore plus loin. Nouvelle première mondiale. Denis Châtelier, qui aujourd'hui a toujours ses mains, devient le premier greffé bilatéral. Je me rappelle de tous les instants. Je me rappelle du visage du donneur de Valence, du visage du donneur de Lyon pour Denis Châtelier, enfin pour tout cela. Donc on se rappelle de ça, on se rappelle de tout. Et puis, le stress, on le laisse de côté. Parce que bien sûr, on est stressé. Mais le stress, on laisse de côté, on verra après. Je commence un peu à bouger les doigts moi-même, grâce un peu au cliné, à la clinée. Je bouge un peu les doigts, surtout de la main droite parce que je suis droitier. Ils ont des vies difficiles et c'est pour ça qu'on travaille. On ne travaille pas pour être des pionniers, pour faire les trucs, on travaille pour rendre service aux patients. Afin d'évaluer cette technique novatrice, les pouvoirs publics français l'ont fait entrer dans le champ de la recherche médicale. Ils ont donné l'autorisation à l'équipe lyonnaise de pratiquer 7 opérations. Les 7 greffes bilatérales se sont toutes déroulées dans ce bloc. On n'opère que les patients amputés bilatéraux. Pourquoi bilatéraux? Encore une fois, parce qu'il faut que l'équilibre bénéfice-risque soit à la bonne place. Faire cette opération avec tout ce qu'elle en comporte, de risques, de suite, chez quelqu'un qui a une main, c'est trop. Trop de risques par rapport aux bénéfices. Chez quelqu'un à qui il en manque 2, ça va. Il a fallu 16 ans pour réaliser les 7 opérations autorisées, parce que les donneurs sont rares et parce que le choix des receveurs est strict. Il faut des individus prêts à assumer 3 ans de rééducation et un suivi médical à vie. Régulièrement, Jean-Michel revient à Lyon pour des bilans, soit à l'hôpital Édouard Herriot, soit à la clinique du Parc. Sans cette collaboration entre le public et le privé, il n'y aurait pas assez de personnel qualifié. Elle est jolie, votre peau. Elle est jolie, ma peau. Ouais. Les cicatrices ils ont été bien faites aussi. C'est votre côté, ça, je crois. Hein, c'est le côté gauche, il me semble que vous avez. Moi, j'ai fait les deux. Est-ce que là, je vous touche? Je sens pas. Est-ce que là, je vous touche? Je sens pas. Oui, creux de la main. Quel côté? Le creux de la main droite. Les erreurs de localisation, ouais, mais... en termes de santé, c'est normal, tout à fait normal au début, ça va se préciser avec le temps. Oui, c'est une manière de dire. Quand Jean-Michel Schrive est en visite, tout le monde a envie de le voir. Maintenant, plus important. Peut-être. Parce que alors que celle-ci est un petit peu... Il faut dire qu'ils étaient 3 chirurgiens par bras à se relayer toutes les 3 heures lors de la greffe. Comment ça va? Je suis content de vous voir. Moi aussi. Ouais. Vous regardez votre travail. C'est ce côté-là, votre travail, à gauche. Non, c'était celui-là, moi. Ah ouais, tout le monde fait à droite. Hein? Il se cache. Il n'y a personne qui... C'était qui à gauche, alors? Il est très soutenant. Il est soutenant de l'équipe. C'est lui le patient, mais c'est lui qui nous traite. dans le sens où il nous communique et il nous convainc régulièrement de sa bonne disposition aux soins. C'est bien, regarde ça. Pas mal. C'est magnifique. Ouais. Évolution favorable. C'est des génies, ils font des choses incroyables. Quand je vais pas trop bien,
je pense à eux, je pense à leur travail qu'ils ont fait. Je ne peux pas baisser les bras, je suis obligé de avoir la niaque pour y arriver. Maintenant, c'est devenu des copains. C'est un miracle d'avoir eu. Rentrer dans une proximité permanente avec le patient nous permet de les suivre, de les comprendre et de faire avec eux les bons choix. C'est comme ça que je l'entends, Jean-Michel Schrive, quand il dit c'est mes potes. Il peut compter sur nous. Mais nous, on peut compter sur lui. Et c'est un type formidable pour ça. D'examen de contrôle en examen de contrôle, ainsi va la vie de Jean-Michel Schrive, le 7e et dernier greffé autorisé. Ah, le froid, peut-être, je suis sensible au froid. Vous êtes venu en voiture, là? Ouais. En conduisant? Bah oui. Tout seul? Ouais. Je me suis longtemps posé la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Bah oui, c'est normal, hein, parce que c'est une grosse épreuve quand même. Bah oui, mais... Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et de temps en temps, ma fille me dit, ben oui, tu as fait le bon choix. Elle dit, allez. À partir de lui, un bilan global de la recherche est désormais possible. Mon retour. Ce qui est certain, c'est que les résultats sont excellents. C'est-à-dire que c'est beaucoup mieux que les prothèses. Ce qui n'est pas certain, c'est la durée de vie des greffons, parce qu'il y en a qui les perdent de rejet. Parmi nos 7 patients bilatéraux, il y en a un à qui on a ôté les greffes après 12 ans et demi, parce qu'elles ne tenaient plus. Elles ont été sujettes à un rejet chronique. Cette non-connaissance de la durée, cette ignorance de la durée des greffons, est une limite aussi, parce que finalement, les patients, quand vous leur demandez, quand ils vous disent combien de temps ça va durer, vous leur dites, jusqu'à présent, ça marche pour tant, mais pour vous, je ne sais pas. 1 an, 4 mois. Oui. L'équipe lyonnaise souhaite que l'opération entre dans la routine, devienne banale et soit remboursée. Mais avant cela, les pouvoirs publics demandent encore une étude médico-économique pour comparer greffe et prothèse. Pendant 16 mois, nous avons eu la chance de suivre Jean-Michel Schrive, l'homme dont la vie est pareille à un scénario de cinéma. Cet endroit est un peu magique pour moi. C'est un peu magique parce que quand je vois cet écran devant, bon là il est blanc cet écran, mais quand je vois que c'était le film Réparer les vivants et qu'on m'a réparé, on m'a mis des nouvelles mains, enfin des nouveaux avant-bras, c'est un peu un miracle. C'est un miracle. Your fight is mine. Ton combat est le mien. Je me suis fait tatouer la date, quoi. Parce que c'est vraiment la soirée qui m'a marquée. C'est le petit tatouage pour papa. Le donneur a donné ses mains et il m'a redonné la vie. Je me pose des questions, je me dis qu'est-ce qu'il était. Il m'a donné des belles mains, ce donneur. Et je le remercie. Moi, ma vie n'était pas finie. Elle n'était pas finie et j'avais encore beaucoup de projets, donc il fallait que je reste en vie et que je sois autonome. Je ne veux pas survivre, je veux vivre encore. Et là, pour l'instant, on est bien parti. Je ne pense plus à la mort, je ne pense pas. Pour moi, la vie continue, elle est même peut-être plus belle qu'avant encore. Parce que je profite beaucoup mieux. C'est plus pareil du tout. Plus pareil du tout. On se tracasse avec rien. Et puis, la vie est belle. La vie est belle. Jean-Michel Schrive, merci beaucoup. Merci encore d'être avec nous sur ce plateau pour prolonger votre témoignage et porter ce formidable message d'espoir. Comment allez-vous ? Je vais super bien. C'est magique ce qui m'est arrivé. J'y ai jamais cru. Enfin, si, j'y ai cru au début, mais à la fin, j'y croyais plus. Mais j'ai toujours gardé espoir et la preuve, j'ai ces nouvelles mains maintenant. C'est ce qu'on voit bien dans ce reportage qu'on vient de regarder ensemble. Et ce reportage qui a été tourné il y a quelques mois, est-ce que vous avez fait de nouveaux progrès depuis ? On progresse tout le temps, mais ça va pas vite, ça va très doucement. Mais c'est pas grave, on a le temps.
Ce sont les sensations qui sont sur- à vos yeux la priorité? Le nerf doit repousser et il vient du milieu du coude, enfin au niveau du coude, et il doit repousser jusqu'au bout des doigts. Mais il ne pousse pas vite, il pousse que 1 cm par mois. Donc c'est pour ça que la rééducation va durer 3-4 ans. Alors on voit que vous avez la patience et la pugnacité pour faire face. C'est un peu aussi en raison de ce profil que vous avez, d'un moral en acier trempé, qui a fait que les chirurgiens ont pris la décision de vous faire bénéficier de cette greffe. Oui, normalement, au début ils ont dit j'étais un petit peu trop vieux. Parce que j'avais 45 ans et ils m'ont dit on préfère faire sur des personnes un peu plus jeunes. Mais ils ont vu que j'avais bien du courage, j'étais bien motivé et j'avais la niaque et ils l'ont fait quand même. Et ça, c'était important d'avoir la niaque, comme vous dites. Ouais. Est-ce que vous avez retrouvé l'autonomie, puisque c'est une question dans le reportage, que vous aviez avant cette greffe? Quand j'étais avec les moignons, je savais presque tout faire. Et j'étais heureux comme ça, en fin de compte. Mais il me manquait quelque chose quand même. Il manquait ce contact du toucher. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'accepter cette greffe. Parce que le nerf, il repousse et il redonne la sensation au bout des doigts. Et ça, quand on ne l'a pas, c'est très dur. Et avec des prothèses, on ne l'a pas, ça. Et ça prend du temps, bien sûr. Mais, Voilà, mais donc le ça temps, vous prend. l'avez. Et le temps, il faut l'avoir. Alors, c'est un traitement lourd, malgré tout. On l'a vu dans ce reportage, Oui. 19 médicaments par jour qui diminuent vos défenses immunitaires, la crainte du rejet, 4 heures de kiné par jour, de longs mois de rééducation. Puis il y a le regard des autres aussi. Mais tout ça, ça en valait la peine avant de parler du regard des autres? Moi, le regard des autres, je m'en foutais un peu. Quand je rencontrais une personne dans la rue, par exemple, un coup, j'étais dans la rue piétonne à Hasbrook, et il y a un homme qui m'a regardé les pieds à la tête. J'ai été le voir, j'ai été le trouver, j'ai été « Monsieur, vous regardez quoi ?» Mon visage, parce qu'il était fort abîmé. Mon visage, mes mains ou mes pieds, vous regardez quoi? Ouais. Il a été interloqué. Il a été long à répondre, mais il a donné une bonne réponse. Il a dit « Je regarde votre courage, monsieur ». Très bonne réponse. Très bonne réponse. Et j'étais content. J'étais content de l'avoir été le trouver, parce qu'il m'avait donné une bonne réponse. Mais au début, ce n'était pas tout à fait ça qu'il regardait. Sûrement. C'était un peu de la curiosité. Mais il l'a su bien répondre. Ça ne m'a pas dérangé. Ça ne m'a pas dérangé. Et en fin de compte, il m'a donné la bonne réponse et j'étais heureux. Alors, il se passe quelque chose d'incroyable dans ce reportage. C'est que vous êtes dans le cinéma, vous êtes dans l'attente d'une greffe, votre téléphone sonne avec insistance et vous ne répondez pas. Et moi, je me suis demandé en voyant ça, est-ce que c'est un acte manqué? Est-ce que quelque part, inconsciemment, vous saviez que c'était peut-être l'heure, que c'était ça, et que vous êtes un peu défilé ou pas du tout? Ça n'a rien à voir. Non. J'étais au cinéma parce que ce film me concernait en fin de compte. Oui. J'attendais une greffe et c'était un film sur le don d'organes. Oui. Donc, je me suis senti... Vous étiez pris par le film, ce téléphone qui sonne avec insistance, vous dites pas... Non, je m'en foutais de ce... Je crois que j'étais quelqu'un qui... Un lambda. Qui voulait m'embêter, Non, je ne voulais pas décrocher. Et heureusement qu'il a insisté, et heureusement que ma fille a été là, parce que j'aurais loupé cette greffe et ça aurait été... Terrible, bien sûr. Et si aujourd'hui, vous deviez, pour une raison ou pour une autre, vous séparer de ces avant-bras pour un rejet, par exemple, de la greffe, est-ce que ce serait dramatique pour vous? Est-ce que vous savez que, de toute manière, vous êtes aussi complètement autonome sans? Si c'est pour raison médicale que je devrais les enlever, ça me dérangerait, c'est sûr. Mais j'arriverai à combattre puisque j'ai vécu quand même 7 ans sans main. Je sais que c'est possible, c'est pas facile, mais je sais que c'est possible, donc je pense que j'arriverai à refaire surface. Alors l'équipe des chirurgiens qui vous a opéré considère aujourd'hui qu'on les a entendus, que vous les aidez autant qu'ils vous ont aidé. Vous vous sentez redevable d'eux et vous sentez une mission aujourd'hui de faire avancer cette science? Ouais, c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé, ils ont fait beaucoup pour moi. Maintenant, c'est à moi de les aider, comme je peux. Parce que je ne peux pas faire grand-chose, mais je peux faire certaines choses quand même. Le don d'organes, il n'y en a pas beaucoup qui veulent donner leur... mais parce que j'ai quand même dû attendre 3 ans et demi
presque, enfin pas tout à fait, mais presque 3 ans et demi pour trouver un donneur. 3 ans et demi, c'est long, hein. C'est très long. Hein. Et justement, sur ce que vous dites là, j'aimerais bien faire rebondir. Oui. Guillaume Strecker, vous êtes médecin anesthésiste et coordinateur des greffes au CHU de Lille. Quand on entend le témoignage de Jean-Michel Schrive, finalement, c'est la meilleure campagne de promotion du don d'organes qu'on puisse faire d'une certaine manière, de voir cette vie qui est repartie comme avant. Tout à fait. Mon première impression, c'est de dire que la greffe sauve des vies. En tout cas, elle améliore grandement la qualité de vie de ceux qui peuvent en bénéficier. Et c'est vrai que l'histoire de Monsieur Schrive est avant tout une formidable aventure humaine, avant toute chose. Hein. C'est une formidable aventure chirurgicale et scientifique également, mais surtout une aventure humaine qui donne énormément d'espoir à dizaines de milliers de personnes qui sont en attente de greffe. Alors justement, Guillaume Strecker, on va continuer à parler avec vous dans un instant de cette nécessaire prise de conscience de la société, de ce précieux don d'organes pour aboutir évidemment à ces renaissances, à ces reconstructions. Mais avant cela, la greffe d'organes, eh bien, c'est une épopée qui a ses pionniers. Parmi les plus prestigieux d'entre eux, le professeur Christian Cabrol, qui nous a quittés il y a tout juste un an. Son cheval de bataille à lui, eh bien, c'était le cœur, dont il réalise la première transplantation en 1968. Sophie Crimon et Jean-Louis Crossi reviennent pour nous sur cette première qui était une véritable performance médicale. Il le dessine les yeux fermés. Il en connaît tous les contours, les moindres cavités, la musique aussi. Tom-ta, tom-ta. Tom-ta. Alors là, ça va, c'est un cœur régulier qui marche bien, etc. Alors, c'est mieux que s'il y a tom-ta, tom-tom-tom-ta. Alors là, on dit, tiens, il a des extrasystoles. Je connais par cœur. Évidemment, j'ai passé ma vie avec lui. À quelques mètres d'ici se trouve le patient qui vit avec un cœur greffé et devant vous les hommes qui sont responsables. Il le connaît si bien que le 27 avril 68, il fait la une de tous les journaux. Le jeune chirurgien de 43 ans est le premier à remplacer le cœur d'un malade. C'est la première greffe cardiaque en Europe, moins d'un an après Chris Barnard en Afrique du Sud et Norman Shumway aux États-Unis. Ce chien vit actuellement avec le cœur d'un chien de même race. On s'était tellement entraîné dans l'équipe en opérant des chiens que ça nous a paru tout à fait banal, sauf quand on a enlevé le gros cœur malade, c'était comme ça qui battait à peine. Et quand on a mis ce petit cœur normal... On va coudre bout à bout cette aorte sur l'aorte du receveur. On s'est dit, mais ça ne marchera jamais. Alors on a tout mis en place, le cœur était arrêté, on lui a donné un choc électrique. 1 seconde, 2 secondes, pof, ça y est. Il est reparti comme une horloge et ça a été absolument extraordinaire. Il y a eu des circonstances. On a eu un malade qui avait besoin d'une greffe, on a eu un donneur et le patron du service était absent. Parce qu'il n'aurait peut-être pas voulu qu'on fasse ça. On vit ici un petit peu sur les nerfs. En effet, les 9 heures de transplantation cardiaque ont lieu sans l'autorisation du chef de service parti en congrès à l'étranger. À son retour, il est furieux d'apprendre la nouvelle, mais Clovis Roblin, un patient de 66 ans en phase terminale, avait donné son accord. La greffe est au point techniquement, mais le patient mourra au bout de 52 heures. Monsieur le professeur Cabrol, quel est en ce moment votre sentiment devant ce que l'on peut appeler un échec? Nous sommes extrêmement peinés. Quand on n'arrive pas à sauver un malade, qu'on s'est battu et que malgré tout, eh bien, le mal continue et on ne peut pas arriver à gagner la partie. Et c'est ça l'échec, c'est ce qui est le plus lourd, le plus pesant. Les greffés suivants vivent 18 mois au mieux. Leur cœur est dans un état désespéré quand ils sont opérés et il manque l'anti-rejet. Et à chaque fois qu'on pensait qu'on allait avoir un survivant de plus, il y en avait un qui nous quittait, jusqu'au moment où est arrivé le nouveau médicament, la cyclosporine. Et comme M. Cabrol
se laissait pas aller, a fait un foin parce qu'il n'y avait pas le médicament, c'était que pour les États-Unis. Il l'a obtenu et ça a été immédiatement le changement. Le patron est un passeur. Aujourd'hui, grâce à lui, à la Salpêtrière, on greffe un cœur tous les 3 jours. C'est le combat de toute son existence, celui de la vie contre la mort. Guillaume, c'est la combienième de l'année de transplantation? Alors, c'est la 91e transplantation de l'année, au mois de novembre. Donc, probablement, on sera une centaine cette année, plus que les années passées. L'homme, aux 2000 greffes, est dans le battement de cœur d'hommes et de femmes reconnaissants à qui il prolonge la vie. Magnifique. Le caïd. Quand on envisage ça, c'est du sérieux, hein, une greffe. Ben, je crois, oui. Et on sent très bien que quand on va annoncer ça, c'est pas facile. Ça fait peur. C'est pas facile, oui. Et par conséquent, il faut rassurer d'abord. Oui. Mais je crois justement que s'il n'y avait pas eu ce grand sourire, j'y serais pas allée. Pour soigner les gens, d'abord, il faut les aimer. Voilà. D'ailleurs, pour tout le monde. Mais là, dans ce cas-là, il faut encore plus les aimer. Il faut les adorer dans ce moment-là. Alors, à partir de ce jour-là, je me suis dit, maintenant, tout ce que tu feras, tu le feras pour 2. Parce qu'en fait, je me disais que je devais beaucoup à la personne qui m'avait donné ce cœur et je voulais pas la décevoir. Il y a des choses artificielles qui marchent très bien, mais où il faut un don humain pour certaines personnes. Donc, ça ne sera jamais, on n'éliminera jamais la nécessité de don d'organes. La majorité des malades inscrits en liste d'attente reçoivent une greffe cardiaque dans l'année qui suit leur inscription. Le centre Adicard, défendu par Christian Cabrol, permet la recherche, la prévention et le traitement. C'est une course contre la montre. Quand quelqu'un, on va recueillir son cœur, et on n'a que 4 ou 5 heures avant de le réimplanter pour que ce soit bien. On commence maintenant à avoir des appareillages qui vont permettre de conserver les greffons quelques jours. Pour avoir remplacé le premier les cœurs, Christian Cabrol est un modèle pour le jeune étudiant en médecine de l'époque, Bernard de Vauchel, auteur de la première greffe de visage au monde au CHU d'Amiens en 2005. La transplantation cardiaque avait quand même une valeur lié au symbole qui restait encore à l'organe cœur, n'est-ce pas, c'est clair. On a retrouvé pour le visage très exactement la même question, quoi. Voilà, on touchait quelque part à l'âme. Ce n'est pas votre sentiment? Le visage, c'est très particulier, ça. Que on change un cœur, etc., d'accord, ça paraît presque normal. Mais le visage... À l'époque, ça n'était pas normal. Nous sommes dans notre vie de médecin ou de chirurgien en face de, tous les jours encore, de choses qu'on ne peut pas soigner, qu'on ne peut pas changer. Et quand brusquement, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et tout, alors ça compte. La devise de cet homme de cœur était « Seul compte le don de soi ». Cela pourrait être aussi la devise du don d'organes, à chacun de nous d'envisager à donner, pas seulement à recevoir. Jean-Michel Chrévy, il y a cet autre combat dont on n'a pas parlé, celui de la reconstruction du visage. Oui. C'est le professeur de Vauchel qui s'est occupé de vous également, voilà, qui a fait la première greffe en 2005 à Amiens. C'était intéressant ce débat entre le cœur, le visage, les bras. Pour vous, tout ça, c'est lié Aujourd'hui, si j'ai des bras, c'est grâce à lui. Ouais. Et pourquoi c'est lui qui m'a envoyé à Lyon. D'accord. Et j'ai partagé. Bon, il a refait le bas de mon visage, tout l'intérieur de ma bouche, il a refait. Il a fait un travail phénoménal. C'est votre personnalité, on parlait de l'âme aussi tout à l'heure. Ça va au-delà de l'aspect physique. Oui, c'est surtout... moi, j'ai eu beaucoup... j'étais beaucoup en contact avec Sylvie Testelin, celle qui travaille avec lui, le professeur Testelin. C'est une dame incroyable, avec du caractère, beaucoup de caractère, mais une femme incroyable. Et elle a tout refait mon visage et j'en suis satisfait de ce qu'elle a fait. Au mois de novembre 2017, j'ai même été la voir parce que j'avais été hospitalisé à Amiens pour un petit problème. Et j'ai été la voir et elle était enchantée de me revoir parce
comme si c'était des amis, il y avait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Un autre aspect de votre témoignage qui achève de nous convaincre de la nécessité du don d'organes. Donc aujourd'hui, si les gens pourraient donner un peu plus, parce que on manque d'organes. Et on va en parler avec Guillaume Sacquer, justement. C'est vous qui coordonnez effectivement les greffes, les dons et les organes au CHRU de Lille. Si on veut faire un état des lieux en région et en France, de là où on en est, de l'éveil de la société à la nécessité de faire don de soi, en quelques chiffres, ça donnerait quoi ? Alors, l'activité en France 2017, c'est 6100 greffes qui ont été réalisées, ce qui représente à peu près 15 greffes par jour, ce qui est quand même relativement important. L'activité de greffe en France est conséquente, elle augmente. Elle a augmenté de 16% sur les 5 dernières années, elle a augmenté de 37% sur les 10 dernières années. Elle a doublé depuis l'an 2000. Vous me disiez, à titre comparatif, 27 donneurs pour 1 million d'habitants en France, contre 40 donneurs pour 1 million d'habitants en Espagne. C'est-à-dire que ces dons augmentent, mais sont-ils suffisants pour faire face aux besoins ? Alors non, effectivement, puisqu'on observe effectivement une augmentation de la greffe en France, mais il y a une autre courbe qui est beaucoup plus inquiétante, c'est celle des gens qui sont en liste d'attente. On a plus de 24 000 personnes en attente de greffe en France actuellement, et ça va en augmentant, et il faut savoir que les chiffres ont doublé en l'espace de 10 ans. La greffe a doublé en l'espace de 20 ans, mais la liste d'attente a doublé en l'espace de 10 ans. Donc c'est un véritable problème de santé publique. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui décèdent chaque année sur liste d'attente, et environ 500 ou 600 personnes qui meurent. Autant de personnes qui sont des donneurs potentiels, puisque la loi précise que si on n'est pas explicitement opposé au don d'organes, on est forcément donneur. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'il y a les familles aussi qu'il faut prendre en compte. Effectivement, il faut savoir que quand on fait des enquêtes d'opinion, il y a 80% des personnes qui sont favorables au don d'organes et sont d'accord pour faire le don des organes. En pratique, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un taux de refus relativement important, qui est de 32% en moyenne nationale en France, mais qui peut grimper au-delà, qui est de 35, voire 38%, y compris dans notre région. Un tiers de ces refus sont le fait des familles. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on communique, qu'on dialogue et qu'on explicite, qu'on explique aux familles que nous sommes volontaires pour donner nos organes. Tout à fait. Alors c'est même plus qu'un tiers, c'est 2 tiers des refus sont liés aux familles en fait. Un tiers refus, c'est les défunts. Quels sont les freins des familles ? Principalement, c'est lié au fait que la famille ne connaît pas la volonté du défunt vis-à-vis du don d'organes et donc préfère s'abstenir au don, ne sachant pas en fait. Et c'est tout l'objet en fait de cette loi qui a changé récemment, la loi de 2016, qui a renforcé un petit peu cette notion de consentement présumé en France. Maintenant, toute personne est effectivement donneur d'organes, sauf s'il a exprimé un refus de son vivant de 3 manières, soit en s'inscrivant sur le registre national des refus, ou alors en ayant laissé un écrit que la famille nous communique effectivement au moment de l'entretien, ou alors c'est qu'il a donné son avis oral et c'est la famille qui se rend témoin de cette expression orale du défunt. Est-ce que les campagnes de sensibilisation portent leurs fruits ? Est-ce que vous sentez que le message se diffuse progressivement dans l'opinion ? Alors, les campagnes d'information, c'est un petit peu compliqué, effectivement, en France, parce que la population est très nombreuse. On prenait le cas un petit peu de l'Espagne tout à l'heure, qui ont également le consentement présumé. Or, ils ont un taux de refus de 15%. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup insisté sur ces 25 dernières années, sur des campagnes pour la population, pour les inciter effectivement à se positionner clairement pour un oui ou pour un non. Alors que nous, en France, on a pris plutôt le parti de s'interroger sur la façon dont on va exprimer un refus, d'où le registre national des refus, etc. Et quels sont les différents types de dons ? Il y a la mort cérébrale, je crois que c'est la plus rare, et c'est celle qui est peut-être la plus efficace, la plus à la source d'opportunité de pouvoir faire des greffes. Alors, il existe plusieurs sources de donneurs, effectivement. Il faut savoir qu'il y a les patients en état de mort cérébrale qui représentent 80% des donneurs. C'est un diagnostic qui est relativement rare. Il y a en France à peu près 500 000 décès et on diagnostique dans les hôpitaux environ 3 800 individus en état de mort cérébrale. Et seulement la moitié de ceux-ci seront prélevés. On a parlé notamment du taux de refus à 35%. Donc ça représente la majorité des donneurs. Et puis, on a d'autres sources de donneurs qui sont les donneurs vivants. On en a
peut-être pas assez parlé, mais il faut savoir que 16% des greffes rénales en France, à l'heure actuelle, sont issues de donneurs vivants. Ça ne concerne bien sûr que les reins. Voilà. Et il y a d'autres sources de donneurs qui ont été développées récemment depuis 2016 en France. Ce sont les donneurs décédés dans les suites d'un arrêt thérapeutique, pour lesquels on peut les mettre en une procédure de don d'organes, en accord bien évidemment avec la famille. Vous parlez des donneurs vivants, 10% de donneurs vivants en France, 40% de donneurs vivants en Suède. C'est un problème culturel. D'où vient cette différence ? Alors, en Suède, la difficulté, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas assez de donneurs en état de mort cérébrale. Donc, ils ont développé depuis un certain nombre d'années, effectivement, ces donneurs dons vivants. En France, il existe un frein un petit peu aux donneurs vivants. Il faut bien savoir que quand on prend le parti de faire un don de son vivant à son épouse, à quelqu'un de sa famille, c'est relativement long. Il y a des obstacles logistiques, il y a une multiplication des rendez-vous. Il faut rencontrer le chirurgien, le néphrologue, le psychologue, il faut rencontrer le procureur de la République, un comité d'experts. Donc c'est véritablement en fait un parcours du combattant, à la fois pour le clinicien, mais également pour le patient. Merci beaucoup Guillaume Strecker pour toutes ces explications. Jean-Michel Schrief, j'aurais voulu que vous ayez le mot de la fin pour rejoindre peut-être ce que disait M. Strecker à l'instant. Qu'est-ce que vous diriez, vous, aux familles qui peut-être parfois sont frappées sous le coup de l'émotion du décès d'un proche, mais pour justement permettre aujourd'hui des aventures et des renaissances, des reconstructions comme celles dont vous avez pu bénéficier? Moi, je pense qu'il faut en parler. Parler à sa famille, à ses proches. Parler et dire qu'on est pour et pas contre, et qu'on peut donner, et on peut donner beaucoup. On peut donner le cœur, le rein, tout, les poumons, mais on peut aussi donner les bras et beaucoup d'autres choses encore. Vous l'aviez évoqué dans le reportage, mais ce donneur, vous dites que vous y pensez parfois, vous demandez qui il était. Il y a d'autres questions que vous vous posez. Vous auriez aimé savoir, vous auriez aimé le rencontrer, vous auriez aimé rendre ses proches. Moi, ce donneur, je suis content qu'il a donné ses mains et qu'il en a parlé à sa famille et à ses proches. Mais il en faut plus. Il en faut plus parce que on ne donne pas que son cœur, on donne ses mains. Il faut... Moi, je ne sais pas, il faut plus. Votre troisième vie a commencé, on l'a vu dans le reportage, dans une salle de cinéma. Vous seriez partant si on vous proposait de faire un film de votre vie, de votre expérience ? Ça, c'est une question un peu difficile. Oui, ça ne me dérangerait pas, mais il faut que ça soit bien fait. Il ne faut pas tricher. Faut pas tricher. Merci beaucoup Jean-Michel Schrief, en tout cas d'être venu nous apporter ce témoignage très très fort sur ce plateau. Bon courage pour la suite. Bien sûr, vous viendrez nous redonner des nouvelles. Guillaume Strecker, merci également d'être venu faire cet état des lieux de l'état du don d'organes dans notre région et en France. Voilà, c'est la fin de cette émission, de ce numéro d'Enquête de région. Je vous invite à revoir cette émission sur notre site internet France 3 Hauts-de-France. À bientôt.